Bien, bonjour à tous. Merci de nous associer à cet échange. Donc, on va faire une présentation avec Marianne Rubio du ministère de l'Agriculture pour vous présenter les enjeux de la filière forêt-bois autour de la transition écologique et vous présenter aussi les politiques publiques, dispositifs associés. Ça a été rappelé tout à l'heure par Anne Buzabo. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est bien la neutralité carbone en 2050. Ça a été rappelé, la COP21 a été un moment important de cette lutte contre le changement climatique. Et on peut rappeler que dans cet espace, ici même, il y avait déjà un événement dans la COP21 qui visait à montrer des solutions par rapport au changement climatique. Donc on peut dire qu'il y a une espèce de continuité de l'histoire, parce qu'aujourd'hui aussi, c'est des solutions qui sont présentées ici dans cette instance. La filière... Ah oui, c'est moi qui avance du coup. Voilà, donc simplement pour rappeler, c'est aujourd'hui un constat, la neutralité carbone, on ne pourra pas y arriver sans une contribution forte de la filière forêt-bois, donc ça c'est un acquis. C'est un acquis. Et l'enjeu, si on veut faire simple, c'est bien d'ici 2050, donc dans 25 ans, c'est la quasi-disparition de l'usage du fossile, que ce soit pour l'énergie ou pour les matériaux. Donc on voit un peu le challenge qui est devant nous. La filière forêt-bois a de nombreux atouts, c'est un rôle stratégique. On l'a dit, on ne peut pas y arriver sans, mais elle est aussi très particulière, très complexe par moments. C'est le monde vivant, c'est la forêt. Et on a de multiples leviers d'action qu'on voulait rappeler sur cette diapositive. On parle souvent des 3 S ou des 4 S. Ici, on en a mis 4. Je les rappelle rapidement. En haut à gauche, vous avez le premier S, c'est la séquestration du carbone dans les forêts. Les forêts captent le CO2, stockent le carbone. Et quand on arrive à augmenter ce stock de carbone, comme c'est le cas encore aujourd'hui, ça génère un puits, donc une absorption par rapport à l'atmosphère. Le deuxième S, c'est les effets substitution. Quand on utilise bien évidemment des produits bois, on va remplacer des matériaux plus énergivores, béton fossile. Et donc là aussi, on va donc gagner par l'effet substitution sur les émissions de gaz à effet de serre. Le troisième S, je ne sais pas si vous le voyez en bas, c'est la partie stockage carbone dans les matériaux là, qui sont ici autour de cette salle, donc qui prolonge le stock de carbone. Et là aussi, comme pour la forêt, quand on arrive à augmenter la quantité de carbone stocké, on génère un puits, donc une absorption de l'atmosphère. Et le quatrième S, c'est les effets substitution du bois énergie, liés au bois énergie, qui viennent remplacer des usages gaz, pétrole, donc très émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, la contribution de la filière forêt-bois, il faut la voir bien évidemment dans son ensemble, à travers ces 4 leviers qui sont interconnectés, interdépendants, bien évidemment. Et on parle, nous, souvent de complémentarité d'usage. Il ne s'agit pas de faire du matériau ou de l'énergie, mais c'est bien de faire les deux en même temps, en respectant ce qui est à droite. C'est l'idée de la cascade des usages. Il y a une priorité dans les usages de la biomasse. C'est d'abord, selon les catégories, et d'abord les usages matériaux. Les usages énergétiques arrivent ensuite, mais ils ne sont pas pour autant non importants parce qu'ils contribuent à l'équilibre économique de l'ensemble de la filière. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jérôme pour cette introduction. Alors, Marianne Rubio, donc à la Direction générale de la performance économique environnementale des entreprises. Et donc le secteur forêt-bois a glissé donc, au sein du périmètre du ministère en charge de la transition écologique, de l'environnement. Et donc j'interviens à ce titre-là. Donc, cette première diapo, donc, elle rappelle des éléments, enfin des caractéristiques fortes de la forêt française. Donc, c'est une forêt qui est en expansion depuis un siècle en termes de superficie. C'est une forêt qui s'accroît en termes de volume de bois, en lien avec sa répartition en termes de classe d'âge. C'est une forêt qui est la 4e plus grande forêt en termes de massif forestier au niveau européen, donc un patrimoine précieux pour la nation. Et c'est une forêt qui est majoritairement privée, puisque 3/4 de la surface appartient à plus de 3 millions de propriétaires forestiers privés, avec autour de 30% de cette surface qui fait l'objet d'un plan de gestion, donc un enjeu fort à massifier la gestion forestière en forêt
privée et en renforçant la dotation de plans de gestion. Donc cette forêt, vous le savez, elle est composée, c'est une spécificité française, elle est composée majoritairement d'essences feuillues, avec notamment les chênes qui sont très présents en France. Donc 65% de la forêt est composée d'essences feuillues, mais le marché est orienté plutôt vers des essences résineuses. Donc quand on regarde la composition du bois prélevé en forêt métropolitaine, 45% donc est composé d'essences feuillues. Et quand on regarde le volume de bois scié en France, 17% seulement de ce volume est composé d'essences feuillues. Donc la balance commerciale pour le secteur forêt-bois est déficitaire, autour de 8 milliards et demi de déficit en 2023. Ça représente à peu près 8% du déficit national, lié à des importations qui proviennent plutôt de l'Allemagne, de l'Italie, de la Chine, pour des catégories de produits qui sont le papier, le carton, mais aussi l'ameublement, les sièges, sachant qu'une trajectoire d'amélioration de cette balance commerciale est sensible ces dernières années, puisqu'on a progressé. Le déficit était plus important en 2022 et au regard des chiffres de 2024, ce déficit devrait continuer à se réduire et à suivre ces tendances. Alors la forêt française, pour les tendances plus récentes, vous le savez, elle subit les effets du changement climatique et ces effets sont déjà bien visibles et tangibles. Donc les successions de sécheresses, de canicules, mais aussi les incendies conduisent à une augmentation de la mortalité, une augmentation aussi de la dégradation et donc une dégradation de l'état sanitaire de la forêt. Donc vous voyez ici un extrait de l'inventaire forestier national, donc des relevés qui sont faits par l'IGN et qui montrent un taux d'arbres forestiers altérés en moyenne de 8% sur la France, avec des variations très fortes suivant les régions. Et on voit ici notamment l'est de la France avec la crise des scolites qui a sévi ces dernières années. Autre pression qui se surajoute à ces effets du changement climatique, le déséquilibre forêt-gibier, puisqu'aujourd'hui on note que 30% des zones arbres à peu près font l'objet de dégâts et 50% pour le chêne. Donc on voit qu'effectivement on a aussi des effets qui se cumulent et qui fragilisent la forêt française. Alors concrètement, comment cela se traduit sur la pompe à carbone qu'est la forêt française? Donc cette pompe, elle est efficace, puisque le bilan, on le sait, est positif, mais elle a tendance à s'affaiblir au fil des années. Elle s'affaiblit parce que la croissance des arbres ralentit du fait du changement climatique. Elle s'affaiblit aussi parce que la mortalité augmente de manière importante, on l'a vu, un doublement de la mortalité en 10 ans, mais aussi une augmentation des prélèvements qui font suite au bois de crise, notamment. Donc sur la dernière période comptabilisée, en 2014-2022, le bilan de ces flux de bois est en recul, avec, on le note quand même, un bilan carbone qui reste positif, puisque les forêts métropolitaines absorbent autour de 40 millions de tonnes de CO2 par an. La forêt française constitue un stock de carbone aussi important, à la fois dans la biomasse, mais aussi dans les sols, en métropole, mais aussi, bien entendu, en outre-mer. Alors la gestion, les politiques publiques françaises, elles contribuent, elles visent à justement gérer durablement cette forêt et protéger ce puits de carbone. La partie législative, donc c'est vraiment l'intention du législateur, la partie législative du Code forestier reconnaît en tant qu'intérêt général la fixation du carbone par la forêt et dans les produits bois. Et le Code forestier demande aux propriétaires forestiers de gérer leur forêt de manière durable et multifonctionnelle. À noter que des textes communautaires, tels que le RDUE, donc le règlement déforestation, ou la directive énergie renouvelable, directive RED, et notamment la dernière en date, directive RED 3, vont renforcer ces critères de durabilité et renforcer aussi la nécessité de tracer le bois, de pouvoir garantir que les forêts sont gérées durablement. Alors, en matière de politique publique, le programme national de la forêt et du bois,
qui a été élaboré donc en 2016, qui couvre la période 2016-2026, dresse un panorama des enjeux nationaux en matière pour le secteur forêt-bois, avec 4 grands objectifs qui sont déclinés. La création de valeur en France, en mobilisant la ressource durablement, la réponse aux attentes des citoyens et l'intégration dans les projets de territoire, la conjugaison atténuation, adaptation, puisque les deux sont intimement liés pour la forêt, et le développement des synergies entre forêt et industrie. Ce PNFB donc, prévoyait aussi une augmentation forte des prélèvements bois en forêt, avec plus 12 millions de mètres cubes de bois à récolter. Donc aujourd'hui, il arrive en fin de vie, il va faire l'objet d'une révision, et donc nous allons travailler sur le nouveau PNFB dans les mois qui viennent, sachant que le PNFB se décline au niveau régional par des programmes régionaux. Alors, une politique publique qui est plus récente, la stratégie française énergie et climat, qui du coup constitue la nouvelle feuille de route pour atteindre la neutralité carbone à 2050 et qui comprend différents textes qui ont été mis en consultation du public juste avant décembre, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie et le plan national d'adaptation au changement climatique. Alors pour en venir à la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, version 3, elle fait l'objet de nombreux travaux depuis maintenant 3 ans, avec des ateliers de concertation qui ont été menés en associant l'ensemble des parties prenantes, des travaux aussi qui ont alimenté et nourri les différentes modélisations, avec un travail de fond qui a été commandé par les ministères et réalisé par l'IGN et le FCBA pour projeter le secteur forêt-bois dans les décennies qui viennent et analyser son bilan carbone en fonction de différents scénarios climatiques et de différents scénarios de gestion. Des travaux aussi qui ont été nourris par la filière, avec un travail qui a été réalisé par Carbone 4. Et donc, la dernière version qui a été mise en consultation a abouti à différentes orientations, notamment le fait de procéder à un renouvellement actif de la forêt française pour justement anticiper ces dépérissements et ces mortalités. Donc, il s'agit de s'appuyer sur le rapport objectif forêt qui a été rendu en 2023 aux différents ministres et qui insiste sur la nécessité de procéder sur 10 ans au renouvellement de 10% de la forêt française. Deuxième axe, la lutte contre les risques naturels et notamment les incendies. Et puis le dernier axe qui consiste à augmenter la séquestration carbone dans les produits bois, donc à dynamiser cette séquestration. Et ça passe bien entendu par un usage plus fort du matériau bois dans la construction et la rénovation, mais aussi par un allongement de la durée de vie et par une augmentation du recyclage. Alors, ces travaux ont soulevé la question du bouclage entre l'offre et la demande en biomasse, puisqu'effectivement, dans les différentes projections, le volume d'importation variait en fonction justement de la demande, de l'augmentation de cette demande pour les produits bois et de la capacité de la forêt à fournir et à répondre à cette demande. Donc, ces questions liées au bouclage biomasse ont appelé différentes réponses, notamment la création du GIS biomasse, donc groupement d'intérêt scientifique de la biomasse, pour apporter une donnée consolidée, un élargissement de la commission thématique interfilière bioéconomie, donc CTI bioéconomie, pour en faire une plateforme d'échange et d'appui aux politiques publiques, et un bilan aussi d'une autre politique publique, il s'agit de la stratégie nationale de la mobilisation de la biomasse, donc stratégie nationale SNMB, qui datait de 2018 et qui va rentrer en révision. Et pour conclure, une amélioration aussi des outils dont sont dotées les cellules biomasse au niveau régional, ces cellules donnant des avis sur les dossiers de demande d'aide pour les installations qui consomment la biomasse. Alors pour conclure sur la planification écologique, puisque vous le savez, la planification écologique a fait l'objet d'une feuille de route, l'une des toutes premières qui a été déclinée pour le secteur forêt-bois, qui s'est appuyée sur les conclusions des assises de la forêt et du bois qui se sont tenues entre 2021 et 2022. Donc ces conclusions permettent de donner vraiment
une vision partagée de ce que sera la forêt, ce que sera le secteur forêt-bois dans les décennies qui viennent, en identifiant donc de nombreux leviers. Donc il y en a plus d'une quinzaine et je ne les détaillerai pas. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que ces leviers, ils concernent l'ensemble de la filière, de l'amont à l'aval, et ils sont de différentes natures. On y retrouve des leviers qui sont de l'ordre du financement, Jérôme les détaillera tout à l'heure, avec des appels à projets et des financements injectés à tous les niveaux, mais aussi des leviers d'ordre réglementaire. On l'a évoqué sur la réglementation incendie pour les bâtiments, mais également de la réglementation par rapport au risque incendie en forêt, avec une loi incendie qui a été publiée à l'été 2023, qui a permis d'abaisser les seuils de gestion pour la forêt privée de 25 à 20 hectares. Et puis donc d'autres leviers, en particulier justement le dispositif de renouvellement forestier. L'objectif étant de se projeter sur des temps longs, puisque la forêt se pense sur des temps longs, tout comme les bâtiments, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Et un point transversal, quand même, je le mentionne pour l'outre-mer, avec un objectif fort qui est de doter l'outre-mer d'un inventaire forestier pour pouvoir justement bien suivre les évolutions du puits de carbone, y compris en outre-mer. Jérôme, je te laisse poursuivre. Merci. Donc, juste deux dernières diapositives. L'idée ici, c'était de faire une synthèse de ce qui a été dit, notamment sur les enjeux de la filière forêt-bois. Donc, à gauche, ça a été expliqué par Marianne, il y a les enjeux de l'amont forestier sur l'état sanitaire des incendies et une caractéristique particulière de la forêt française feuillue. Et ici à droite, vous avez les enjeux aussi de l'aval, où l'enjeu est de s'adapter du coup au massif que nous avons en France. Je pense qu'on peut retenir, c'est surtout les 3 points du bas. Il y a 3 enjeux qui guident un peu nos dispositifs que je vais vous rappeler tout à l'heure. Le premier, c'est bien sûr accompagner l'adaptation des forêts au changement climatique. C'est un enjeu de premier niveau, de premier ordre, parce que si on a un effondrement des écosystèmes forestiers, on n'aura pas le puits de carbone, mais c'est toute la filière aussi qui sera en difficulté. Il y a un deuxième enjeu, on va y revenir, c'est la valorisation des ressources existantes. Donc c'est d'accompagner les entreprises à valoriser, à innover sur le feuillu, mais aussi sur les bois de crise, les bois dépérissants qu'il faut intégrer aussi dans nos chaînes de valorisation. Et puis un troisième enjeu qui est de soutenir le développement de l'industrie de transformation du bois pour adapter les produits au marché et aussi rééquilibrer progressivement la balance commerciale de la filière. Donc cette diapositive-là vous montre simplement les différents dispositifs qui ont été portés ces dernières années, beaucoup depuis les Assises de la forêt. Donc chaque appel à projet a été mis en ligne. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des dispositifs qui couvrent l'ensemble des étapes de la filière forêt-bois, donc de l'amont, de la forêt, aux étapes de transformation jusqu'à la construction bois. C'est assez unique, je pense, dans l'histoire de la filière forêt-bois, d'avoir autant de dispositifs qui couvrent les différentes étapes. Et on a aussi un gradient sur le type des dispositifs, avec en haut des dispositifs qui sont plutôt orientés recherche-innovation, comme des appels à projets graines et thèses, ou des thèses, et puis plus bas des dispositifs plus autour du développement ou de la massification. Alors, si un rapide tour d'horizon des dispositifs existants, ESPR, donc c'est un dispositif qui a eu plusieurs relèves, où là l'idée c'est d'accompagner les entreprises forestières sur différents axes, mais notamment l'achat d'équipements forestiers avec des critères importants sur la protection des sols. Ce dispositif, il a généré 324 soutiens, projets, pour 45 millions d'euros d'aide. Il faut que j'accélère. On a le dispositif BCIB, qui est dédié donc à la transformation du bois, avec notamment des objectifs de développement, de séchage, donc du coup des produits bois pour avoir des bois de qualité et des produits technologiques. Donc 40 projets sélectionnés, 210 millions d'euros d'aide. Vous avez le projet IPPB, donc là c'est un appel à projet qui consiste à accompagner, aider à l'amélioration, la modernisation des filières forêt-bois, notamment pour s'adapter
à la diversification des ressources qu'on a en France. Donc là aussi, des beaux succès. On a 112 projets qui ont été sélectionnés, retenus, lauréats, pour 280 millions d'euros d'aide. Et j'en profite que ce dispositif-là, il est toujours ouvert, donc jusqu'au 24 avril, et vous pouvez aller sur la plateforme Agir et vous aurez toutes les informations. Et si vous avez des questions, dans la salle, il y a nos collègues, Sylvain Bordebeur et Evelyne Nguyen, qui sont là et qui doivent intervenir tout à l'heure donc à la tribune des innovations, où plusieurs de ces lauréats vous seront présentés. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir concrètement ce qu'a donné ces projets. Ensuite, je passe rapidement l'appel à projet Cross, donc, du coup, qui était plutôt sur les solutions de construction bois, donc 20 projets sélectionnés, 27 millions d'euros d'aide. Vous avez le projet ici qui était sur l'innovation, la caractérisation des produits bois, notamment par rapport aux questions d'incendie. 8 projets sélectionnés, 12 millions d'euros d'aide. Et je continue mon tour d'horizon. Le PASF, ça c'est le plan d'action de protection des sols forestiers. Donc du coup qui a été mis en consultation mardi dernier par Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, et donc on a déjà donc 6 actions sélectionnées pour 1,5 million d'euros d'aide. Et puis bien évidemment, si on continue le tour d'horizon, on a le renouvellement forestier avec plusieurs dispositifs qui ont eu cours ces dernières années, donc 70 000 hectares qui ont été soutenus pour 311 millions d'euros d'aide apportée. Et puis l'appel à projet Graines et Plants, 50 projets et 7,6 millions. C'était simplement pour vous donner un petit panorama et prendre conscience de l'ensemble de ces dispositifs et donc des résultats obtenus. Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut retenir, c'est que c'est un réel investissement de l'État, des ministères sur la filière bois. Je pense que ce diapositive-là le montre bien. Mais ce que ça montre aussi, c'est que c'est un secteur qui est dynamique, parce que tous ces appels à projets ont été des succès grâce aux projets que vous avez pu porter, nous proposer, et donc avoir ce résultat. Voilà, donc moi j'en ai fini, et je pense que l'enjeu c'est bien de maintenir cette dynamique qui est ici démontrée, et puis de faire en sorte que du coup la filière forêt-bois ne soit pas qu'une victime du changement climatique, mais reste bien une solution pour ce défi écologique que nous avons devant nous et qui est bien évidemment incontournable. Merci.